merci d'être aussi nombreux sur cet atelier. Je tiens à vous remercier. Je tiens également à remercier Yann Maisonneuve de la Maison Prosic pour venir parler sûrement du sujet le plus important de la journée. Donc c'est pour ça que vous avez bien fait de venir aujourd'hui, c'est-à-dire eh bien, le e-commerce en B2B et quelles sont les différences, les similarités qui existent entre le B2C, c'est-à-dire la vente aux particuliers, au grand public, et le B2B, via toujours ce canal de croissance qu'est le e-commerce, non à destination des professionnels et des entreprises. Tout d'abord, on va se présenter. Je vais passer la parole à Yann qui nous a fait l'amitié de venir ici ce matin. Donc, Yann Maisonneuve, Prosic. Alors, je suis Yann Maisonneuve, donc. Merci Jean-Paul. Je suis Yann Maisonneuve de la société Prosic. C'est une société qui existe depuis 17 ans. Il y a 17 ans, c'était une société qui vendait des ampoules pour le spectacle. Bon, il y a 17 ans, il n'y avait pas d'iPhone. Hein. Donc, on vient du e-commerce. Au départ, c'était juste un site e-commerce. Puis après, le développement s'est fait sur de la vente magasin. Se posent aussi des problèmes de segmentation, B2B, B2C, c'est des choses qui n'existaient pas. On faisait un site e-commerce, c'était pour tout le monde. Et donc tous ces enjeux-là sont apparus progressivement comme de nombreux autres enjeux. Aujourd'hui, on est donc sur Toulouse, à Portet-sur-Garonne. Il y a 13 salariés. On fait un chiffre d'affaires de 2,6 millions, pardon. Et voilà, on a grandi avec le e-commerce, avec toutes les évolutions qui sont arrivées petit à petit et les futures qui arrivent. Donc notre clientèle, nous on vend du matériel de spectacle. Donc aujourd'hui, du matériel de spectacle, ça s'adresse à des professionnels du spectacle, mais à tout le monde. Un professionnel du spectacle, c'est pas forcément une grosse industrie, ça peut être une compagnie de théâtre qui la personne est prof, on va dire, dans la semaine. Ça peut être un DJ de mariage et il est maçon dans la semaine. Ça peut être aussi une salle de spectacle. C'est aussi des administrations. C'est aussi donc des théâtres publics, des salles publiques. C'est tout cet écosystème qui est pas forcément, dont la frontière n'est pas forcément très facile à séparer entre B2C et B2B. Donc ça, on va en parler. Mais voilà, ça fait partie des enjeux et des transformations qu'on a essayé d'accompagner tout au long de ces années. Merci Yann. Je vais me présenter. Je vais surtout présenter l'organisation que je représente et à laquelle Yann, au travers de Prosic, est membre. Donc Jean-Paul Crène, et je représente la FEDEO. La FEDEO, c'est la Fédération des e-commerçants en Occitanie. C'est une cinquantaine d'entreprises qui se regroupent tous les mois pour faire un point sur une actualité. Par exemple, demain soir, nous avons les évolutions de Google Ads, donc la publicité sur Google. Quels sont, donc nous avons un expert qui vient nous aider à améliorer notre appréhension de Google Ads et de bien voir quelles sont les évolutions qui peuvent nous intéresser. Donc cette fédération, donc ce sont des réunions mensuelles, et ces réunions mensuelles permettent non seulement de faire un point sur une thématique particulière, mais aussi et surtout de retrouver d'autres e-commerçants. Puisque cette association qui a maintenant 20 ans, eh bien, part du constat que Midi-Pyrénées à l'époque, et maintenant l'Occitanie, n'était pas vue comme étant des terres de e-commerce. C'était plutôt le nord, et à la limite de la région parisienne qui est la terre de tout ce que l'on veut. Mais en tout cas, il n'y avait pas ce sentiment d'être une région de e-commerce. Or,
et je vous invite à aller voir notre site, donc fedeo.fr, et vous verrez qu'on a fait des études, on va en refaire une là en fin d'année, qui montre qu'en France, eh bien, l'Occitanie est une terre de e-commerce, que ce soit au niveau des acheteurs, puisqu'on a une part de marché du e-commerce auprès des habitants de l'Occitanie qui est supérieure à la moyenne française, mais également en termes de création et de développement d'entreprises de e-commerce. Donc voilà, donc, si vous voulez, Fedeo est là pour aider les e-commerçants à se retrouver entre eux et à échanger leur quotidien. Parce que l'on vende, comme Yann, des ampoules ou des lampes, je ne sais jamais, ou que l'on vende des systèmes audio, tout ce qu'il faut pour l'animation des spectacles, ou à 11h, j'aurai une keynote avec Nicolas, qui est également membre de Fedeo au travers d'Iri Jardin. Donc lui, il va nous parler de robots de piscine, de systèmes d'irrigation, etc. Donc en fait, il y a un métier qui est en commun. Et ce métier, c'est le e-commerce. Donc, il y a bien des transversalités. Alors, donc voilà, Fedeo qui est ouvert à tous les e-commerçants. Donc, si vous avez un intérêt, vous êtes les bienvenus. Donc, ça, c'était la partie promotionnelle, parce qu'il fallait bien, tout de même, que j'en parle. Alors, le B2B, c'est quelque part le mal-aimé du e-commerce. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que tout le monde va parler des marques grand public, tout le monde parle des distributeurs grand public. Donc quand Chanel se met à vendre en ligne, ou Vuitton se met à vendre en ligne, ou que Adidas ou Nike vendent en ligne, ou que Amazon se développe, ou que Cdiscount essaye de faire de même, eh bien, tout le monde en parle. Par contre, le B2B, à peu près personne n'en parle. Et c'est une énorme erreur, à mon sens, parce que, et on le voit bien parmi les membres de la Fedeo, en fait, on se rend compte que le B2B, c'est 10 fois l'activité du B2C en e-commerce. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, le e-commerce l'année dernière en France, c'était 130 milliards d'euros. Eh bien, le B2B est estimé à 1300 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas uniquement du transactionnel en ligne. C'est-à-dire que toutes les entreprises n'achètent pas forcément, et on y reviendra sur les modes de paiement, etc. Vous n'avez pas forcément la transaction, c'est-à-dire l'achat ne se fait pas forcément en ligne. Il y a des entreprises qui, évidemment, ont des comptes, c'est-à-dire qu'elles vont être facturées fin de mois, etc. Il y a aussi la problématique de la coproduction, c'est-à-dire que la plateforme de e-commerce va permettre de configurer, d'adapter, de personnaliser une offre. Donc c'est en effet parfois plus complexe qu'une démarche strictement B2C. Mais ce que l'on voit, c'est que la progression, le volume et la progression du B2B sont beaucoup plus importants que ceux du B2C. Pour vous donner un autre ordre d'idée, parce que je pense que mettre quelques chiffres sur des thématiques, c'est toujours intéressant. Donc, l'activité du e-commerce B2B, c'est 10 fois celle du B2C, et pourtant on n'entend pas 10 fois plus parler. 2, la progression reste bien plus importante en B2B qu'en B2C, puisque les chiffres que l'on peut avoir, par exemple par l'intermédiaire de la FEVAD, qui est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance au niveau national, eh bien, nous dit que le B2B progresse de plus de 10%. Actuellement, on est 13% par rapport à l'année dernière, sachant que, d'une façon générale, sur le e-commerce, il y a une très forte progression qui s'est faite depuis 2019, et on sait tous pourquoi. Et le e-commerce, d'une façon générale, est à plus de 33% en termes d'activité par rapport à 2019. Et surtout, le B2B est aux alentours de 40 à 50% de progression. Donc, non seulement c'est beaucoup plus important, mais en plus, ça continue à progresser encore plus fortement
que le B2C. Alors, il y a une étude qui a été faite en fin d'année dernière et qui sera refaite cette année. Si jamais vous voulez la voir, il suffit de nous contacter ou d'aller toujours sur le site FEDEO et de la demander. Donc, c'est une étude qui a été faite auprès d'acheteurs professionnels. Alors, d'une part, il faut savoir que 40% des acheteurs en B2B, donc des acheteurs en milieu industriel, parce que là, il y avait un focus sur l'industrie, donc c'est vraiment le cœur du B2B, réalisent des achats sur Internet au moins une fois par semaine. 40% des acheteurs professionnels dans le monde de l'industrie réalisent des achats sur Internet au moins une fois par semaine. Près de 4 entreprises sur 10 réalisent plus de 50% de leurs achats sur Internet. Plus de 50% pour 40% des entreprises. Donc vous voyez que tout de suite, ça a un impact énorme parce que il ne faut pas se leurrer. Le e-commerce dont on a un peu l'idée, c'est en fait tout ce qui est bureautique, tout ce qui est consommable. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est bien sûr les pièces détachées, mais ce sont également des produits finis, si ce n'est de la personnalisation et l'adaptation. Quand on demande aux acheteurs professionnels s'ils vont utiliser encore plus ou pas le vecteur e-commerce, ils répondent à 75% qu'ils prévoient d'acheter encore plus l'année prochaine que cette année, que l'année en cours. Alors pourquoi est-ce qu'ils achètent ? Alors là, je vais me retourner vers Yann, parce que, bon, moi j'ai quelques chiffres, mais Yann a... voilà. C'est pas pour payer moins cher. Ça, déjà, c'est un point hyper important. Les acheteurs professionnels ne vont pas sur Internet pour acheter moins cher. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Gagner du temps. Ben oui. On gagne du temps parce que, voilà, on passe à commande, l'interface est toujours là. Une diversité de choix, plus de choix, et ça permet aussi de mieux comparer les produits et les services entre les fournisseurs potentiels et à l'intérieur de la gamme du fournisseur. Et en fait, le gain attendu sur les prix est le moins mentionné dans l'enquête. Donc clairement, on n'est pas, si vous voulez, on est vraiment sur un accroissement de la proposition de valeur, en fait, de l'entreprise au travers du e-commerce. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens de ton côté, Yann ? Oui, complètement. C'est-à-dire, aujourd'hui, mais d'ailleurs, les résultats de cette étude, je pense qu'on pourrait quasiment les appliquer aussi aux clients particuliers. Je pense qu'aujourd'hui, on va sur Internet, on n'est plus, je crois, focalisé sur le côté prix. Et ça, c'est quelque chose qui existe, mais c'est peut-être beaucoup moins important qu'au tout début d'Internet, où c'était vraiment l'histoire du bon plan. Aujourd'hui, on va chercher plein d'autres choses sur Internet. Le client pro, tout à fait, il est comme le client particulier en réalité. C'est-à-dire qu'il a besoin, un professionnel qui peut être un artisan, voilà, il a besoin aussi de faire ses commandes, peut-être hors des heures ouvrables, donc l'accès téléphonique, pas possible, etc. Donc ça, c'est vraiment ce que recherche le client, c'est-à-dire de pouvoir être beaucoup plus autonome, beaucoup plus libre dans son choix. Et puis, je pense que le professionnel, c'est aussi un particulier qui achète, lui, qui a ses habitudes, et il va juste calquer ses habitudes dans sa vie professionnelle en se disant c'est très pratique pour moi, je ne vois pas pourquoi pour la société ça serait pas aussi bien. Alors il y a quelques freins qui existent selon la taille de l'entreprise, évidemment, mais nous, on n'a jamais résolu notre problème de segmentation B2B, B2C. On n'a jamais réussi, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, on n'a jamais réussi à dire, bon, mais ce client-là, c'est un pro, celui-là, c'est un particulier. Tout simplement parce qu'ils ne s'identifient pas, on ne leur pose pas un questionnaire complexe à l'accès à chaque vente. Donc, on le fait soit à la demande du client qui nous dit moi j'ai une entreprise et puis j'ai telle contrainte, est-ce que vous pouvez résoudre mon problème,
où on le fait a posteriori en étudiant son régime de vente. Et on va dire, ben, vous êtes un professionnel, vous voyez, on peut proposer des adaptations qui peuvent vous servir dans votre métier. Mais sinon, on ne qualifie pas la base a priori parce qu'on n'y arrive pas vraiment. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que, par exemple, on a des clients qui peuvent être des CNRS parce qu'on vend des choses un petit peu particulières. Bon, je passe les détails. C'est très administratif, une commande d'un CNRS. Bon, on sait répondre à ça. Mais il y a des clients qui sont CNRS qui vont commander directement sur notre site avec leur carte bleue perso, adresse de facturation CNRS, tout ça. Ça marche très bien. Alors eux, après, je pense qu'ils ont pour des petits montants, ils ont des facilités de caisse, ou je ne sais pas comment ça se passe pour eux. Mais en tout cas, certains le font de manière tout à fait transparente en ne se posant pas la question, est-ce que c'est un site pour les professionnels, est-ce que c'est un site pour les particuliers? Juste, ils veulent voir la disponibilité des produits. Je pense que ça, l'information produit, c'est une qualité essentielle qu'on n'a pas sur un catalogue, qu'on n'a pas sur une liste de tarifs, qu'on n'a pas sur un fax. Donc, c'est ces choses-là que vont chercher les gens. Ils vont chercher des photos multiples, des avis produits, comme nous, quoi. En fait, ils cherchent exactement la même chose que quand nous, on fait un achat en tant que particulier. On est en droit d'avoir le même niveau d'information en amont quand on est professionnel. Donc, c'est pour ça que la segmentation est très difficile. Et finalement, on s'aperçoit que dans la structure de l'offre qu'on va faire à des professionnels, elle est quasiment la même que celle qu'on ferait à un particulier dans l'offre. Après, effectivement, le paiement, on pourra en parler, mais le paiement, c'est un petit peu différent. Mais sur des petits montants, pas de problème. Hein, je dis, le CNRS, on voit sa carte bleue. Nous, on fait un petit peu de vente, faut pas le dire, c'est sur Amazon. Donc, on met certains de nos produits sur Amazon. Eh bien, on a aussi des professionnels. Et là, Amazon, ils ont bien compris ce qu'a dit Jean-Paul, c'est qu'Amazon attaque le B2B de manière très agressive, avec la possibilité de remise par quantité, enfin des choses comme ça. Donc il faut absolument que tout le monde puisse adresser les clients professionnels de manière très efficace aussi, parce qu'ils arrivent. Et voilà, ils arrivent, oui. Oui, tout à fait, ils arrivent. On va mettre un petit nœud dans notre mouchoir, on y reviendra sur le fait qu'ils arrivent. Oui, en fait, ce que tu nous dis, Yann, c'est que, d'une part, l'acheteur professionnel, eh bien, c'est aussi une personne qui, en tant que particulier, achète. Donc, finalement, cet acheteur professionnel s'est fait des habitudes avec ses achats personnels, puisque plus de 80% de la population française achète au moins une fois par an, et en moyenne 4,5 fois par an, en tant que particulier, sur un site de e-commerce. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que professionnel, eh bien, on s'attend à avoir les mêmes types d'offres et à minima les mêmes types de services et les mêmes niveaux de services en tant que professionnel que l'on a déjà en tant que particulier. Et ce que je comprends dans ce que tu dis, Yann, c'est que ce serait une erreur en tant que professionnel de se dire non, l'acheteur pro, il n'achète pas sur Internet, ou c'est pas assez sécure, ou je ne sais pas quoi. C'est une façon, en fait, de perdre des parts de marché, parce que, tout simplement, l'acheteur professionnel veut acheter sur Internet. Et les chiffres le montrent tout de même, je pense, amplement. Donc, en effet, finalement, l'acheteur professionnel est aussi un être humain. C'est ça qu'on peut dire. Et il a déjà ses habitudes en tant que particulier. Et il s'attend à avoir le même niveau de service. Alors, après, il y a ce flou au niveau de la segmentation, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas forcément que c'est un professionnel. Il peut changer, finalement, de statut en fonction de quand il commande et sous quelle identité il commande. Et en effet, ce qui est intéressant, moi j'ai déjà vu, je ne sais pas si tu as la même chose, c'est intéressant de voir quand on a des artisans, par exemple, comme clients. Les commandes, c'est le soir tard et le week-end, surtout le dimanche.
le petit professionnel, eh bien, il n'a pas le temps. Hein. J'étais à une conférence là, à l'instant, là, il y avait Philippe de la CCI qui disait que le petit pro, il n'a pas le temps. Ben oui, mais il le trouve grâce au e-commerce, parce que quand tout est fermé et qu'il fait sa comptabilité, son réassort, etc. de son côté, eh bien, il fait ça le soir et il fait ça le dimanche, comme tout bon commerçant. Hein. Et donc, finalement, le fait qu'il y ait une offre de e-commerce, c'est vraiment lui rendre service. Je ne sais pas si tu as des pics comme ça le soir ou le week-end, toi? Alors, pas notable, mais oui, si on prend effectivement des commandes, à partir de 18h, 20h, oui, il y a beaucoup de commandes. Et ça va être des professionnels aussi, pas forcément, mais clairement. Moi-même, je fais des achats pour la boîte le week-end. Donc, en tant que professionnel, on peut aussi s'interroger sur ses propres pratiques et tout à fait comprendre qu'on peut les appliquer à nos clients, tout simplement, en se disant, ben, ils veulent, et je crois que, d'ailleurs, moi, dans mes pratiques, qu'est-ce qui m'intéresse dans le fait d'avoir un intranet ou un site B2C, enfin un site pro, c'est que je veux avoir la disponibilité, la possibilité d'être livré très rapidement et un engagement de livraison. Et ce que disait Jean-Paul, qui est une vraie interrogation, c'est-à-dire que toutes les lois qu'on connaît sur les retours au bout de 15 jours, là, c'est des lois qui ne s'appliquent pas aux professionnels. Dans le B2C, on n'est pas obligé de reprendre un produit. C'est un professionnel, il est à lui de connaître le produit. On n'est pas obligé de le reprendre. La loi ne s'applique que pour les particuliers. Donc si on fait une commande identifiée B2C, on peut dire, non, vous êtes un pro, vous connaissez votre job. Allez dire ça à un client pro, juste n'est pas recevable. C'est-à-dire que Jean-Paul a tout à fait raison. Le pro est un humain et il veut la même qualité de service qu'il a retrouvé, qu'il a dans tous ses achats quotidiens. Donc, il faut vraiment veiller à ça, veiller à ce que l'expérience client soit la même dans tous les canaux. Ça, c'est très important. Oui, et puis c'est, comment dirais-je, ce qu'on peut dire, Yann, c'est que finalement, ce client pro, qu'il soit identifié comme pro ou pas, il s'attend à à être toujours dans le mieux-disant, c'est-à-dire de bénéficier de la protection et des services qu'a le particulier, puisque lui-même en bénéficie en tant que particulier. Et donc, il ne s'attend pas à avoir une restriction. Et ça, c'est vrai au niveau, comme tu le dis, de la gestion des retours, mais c'est également vrai au niveau du RGPD, puisque les données personnelles s'arrêtent là où commencent les données d'ordre professionnel. Mais en fait, oui, il faut tout de même obtenir le consentement de la personne pour exploiter son fichier, pour la mettre dans son fichier et lui envoyer par exemple des emails ou des SMS. Même si pour un pro, on n'est pas obligé. Mais dans les faits, on l'est bien. C'est-à-dire qu'on est bien dans un marketing de la permission, hein, c'est-à-dire qu'il faut demander la permission. Et c'est obligatoire en B2C, mais en B2B, même si ça ne l'est pas, eh bien, dans les faits, on est bien obligé. Et puis, entre nous soit dit, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'aller harceler les gens qui ne veulent pas lire votre communication, c'est, à mon sens, pas une très bonne façon de communiquer et d'avoir leur clientèle. Oui, ce que tu disais, puisque là, j'ai les 3 qualités attendues d'un site de e-commerce. Hein. Et vous allez voir, et je trouve aussi que c'est très intéressant, ce genre d'études, parce que ça remet un peu les choses en ordre. Hein. C'est-à-dire que quand on lit la presse numérique, digitale, etc., quand on écoute les offreurs de services, les agences web, les agences de com, etc., on a toujours toujours. Il ne faut jamais dire jamais, ni toujours dire toujours. Mais en tout cas, on a l'impression un peu d'une course à l'échalote, c'est-à-dire qu'il faut toujours complexifier, optimiser, etc. Dans les faits, on se rend compte que les clients, ils veulent des choses basiques. Hein. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent trouver le produit facilement sur le site, donc avoir un moteur de recherche interne sur le site, une classification qui leur permette de trouver facilement ce qu'ils recherchent. Hein. Le deuxième point, c'est les options de mode de paiement.
et on en reparlera là tout de suite, hein, si tu veux bien, Yann. Et puis avoir quelques avis clients. Ça les intéresse aussi, les avis clients, même en tant que pro. Hein. Donc, on voit bien qu'on n'est pas sur des systèmes hyper sophistiqués. On est sur du B.A.B.A. Hein. Même si ce B.A.B.A. vu de l'extérieur a l'air d'être simple, bon, c'est pas toujours aussi simple que ça. Hein. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne là sur par exemple, les modes de paiement. Qu'est-ce que tu proposes? Tu proposes des modes de paiement spécifiques aux pros? Oui, alors, c'est là où la segmentation devient importante, voire essentielle. C'est-à-dire que effectivement, il y a plein de pros qui vont accepter de mettre leur carte bleue, de payer d'avance. Il n'y a aucun souci là-dessus, parce que finalement, comme ils sont dans un univers qui ressemble à l'univers, dans leur univers perso, ça ne les choque pas. En revanche, quand on va travailler avec des administrations, avec des grands comptes, je sais pas, la SNCF, des choses comme ça, bon là, le paiement carte bleue perso, puis surtout à partir d'un certain montant, ça ne va plus être possible. Donc c'est là où le client pro va devoir avoir un effort à faire pour s'enregistrer, que nous, on puisse vraiment l'identifier en sachant ses process de fonctionnement. Et sur le paiement, il faut nécessairement qu'on puisse proposer un paiement différé. Alors, pour le paiement différé, plusieurs méthodes. Alors, aujourd'hui, en plus, le mode de paiement et les paiements, c'est vraiment la révolution du jour. Hein. C'est là où il y a le plus d'évolution. Pour les particuliers, on voit que le paiement fractionné devient une norme commune. Le pro a besoin aussi de choses. Alors, jusqu'à présent, nous, notre solution, c'était de dire, bon, ben voilà, on rajoutait un client pro qui était identifié, où on avait, nous, son compte ouvert et prêt, et voilà, avec un mode de paiement bien défini. Et dans ce cas-là, on lui autorisait à mettre juste son numéro de commande dans un champ et qui permet de valider la commande. Bon, ça exige un petit peu d'humain derrière, parce que, bon, déjà, la saisie du compte professionnel, c'est-à-dire vérifier que ça soit pas... que ce soit un vrai compte pro. Donc pour autoriser cette expédition avant le paiement, c'est vraiment un enjeu qui n'est pas aussi simple que ça. Et en tout cas, ce n'est pas naturel sur Internet. Et la deuxième chose, c'est que quand on reçoit une commande et que le gars met numéro de commande X, nous, on va quand même faire une petite vérification, toute simple. Hein. En gros, on regarde si l'adresse de livraison, c'est bien l'adresse habituelle de livraison. Que ce ne soit pas un employé intérimaire qui dit il suffit de mettre mon compte, c'est super, je vais mettre mon adresse et puis je vais me faire livrer une sono chez moi. Donc on vérifie ça. Honnêtement, on n'a jamais eu de problème. Mais ça n'empêche pas de vérifier et d'être assez vigilant là-dessus, parce que bon, là, du coup, on envoie de la marchandise avant d'être payé. C'est une nécessité. Hein. Si on veut travailler avec les administrations, aujourd'hui, c'est obligatoire. C'est une nécessité pour la plupart aussi des grosses entreprises qui de toute façon font paiement, réception de facture. Donc ça, c'est une petite organisation un peu différente. Franchement, c'est la seule nuance. Pour les professionnels, les petits professionnels, si on ne veut pas s'embêter avec des ouvertures de compte, maintenant il y a des solutions de paiement, par exemple, qui permettent d'accepter le paiement fractionné en plusieurs fois, y compris sur les cartes pro. Donc, des paiements garantis. Il y a aussi des solutions qui permettent un paiement à 30 jours. Donc voilà, à ce moment-là, c'est un intermédiaire de paiement qui va prendre une petite commission et puis qui va dire OK, moi j'assure la transaction. Donc c'est beaucoup plus rapide et transparent que les systèmes de notation classiques. Donc le professionnel peut, encore une fois, comme un particulier, avoir un paiement fractionné ou un paiement différé sans contrainte particulière. Il met sa carte bleue, quelques informations. Et voilà. Et c'est depuis peu accessible sur les cartes bancaires professionnelles. Donc voilà. Les prestataires aussi se sont mis au goût du jour et proposent ça, alors que c'était totalement impossible avec les anciennes solutions de paiement fractionné. Donc ça, c'est des choses qui existent et qui marchent bien. Donc, faut pas s'en priver.
Oui, nous étions il y a 15 jours au Paris Retail Week, alias Salon du e-commerce sur Paris, donc, et on a été étonnés par la multiplicité des offres de paiement, que ce soit alors, essentiellement vers le B2C et bien sûr sur du paiement fractionné, comme tu l'as mentionné, Yann, mais également sur des possibilités justement de paiement à 30 jours, etc. Donc avec une orientation plus B2B, plus destinée aux professionnels. Alors, je vais continuer là sur les résultats de cette étude. Par exemple, les facteurs les plus importants pour les acheteurs pro, toujours, lors de la passation de commande. Comme tu le disais, Yann, les délais de livraison. Annoncer tout de suite en amont les délais de livraison, c'est très important pour le B2C et on pourrait dire que c'est une exigence presque absolue en B2B parce qu'il faut bien se rappeler que l'entrepreneur ou l'entreprise industrielle ou de revente ou quoi que ce soit, elle a un business qui dépend de la livraison, bien souvent. D'autant plus qu'elle va faire un peu près comme tout le monde, elle va essayer de gérer ses flux de la façon la plus tendue possible, même si c'est un traquenard pour tout ce qui est fiabilité, on l'a bien vu. Les problématiques du flux tendu, c'est que le flux tendu, c'est bien tant que ça fonctionne. Mais il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire que l'exigence de délai, toi, il doit y avoir des spectacles, etc. Dans 2 jours, j'ai mon spectacle. Nous, c'est vital. Voilà. Le délai sur des spectacles, c'est juste essentiel. Si ça joue samedi, il faut que le produit arrive Alors le samedi, les livraisons le samedi, on peut en reparler, mais il faut que ça arrive le vendredi. Et si ça arrive le lundi, c'est trop tard. Ça vaut plus, le produit qui a une valeur X le samedi, il a plus de valeur le lundi, quoi. Donc c'est vraiment essentiel. Donc d'avoir les mêmes informations délai et les mêmes modes de livraison, le choix dans les modes de livraison, c'est-à-dire qu'un professionnel il peut très bien se contenter d'une livraison économique, pas trop chère, voilà, et avoir besoin d'une livraison express. Il y a après sur la livraison, il y a aussi des nuances par rapport au pro. On pourra voir ça tout à l'heure. Oui, tu me disais là une fois que tu étais étonné par le fait que, alors du particulier, mais aussi et surtout du pro, était prêt à payer en coût de transport une somme bien plus importante que la valeur faciale du produit. C'est-à-dire que quand le produit est essentiel, peu importe les frais de port, le tout c'est de l'avoir au moment. Oui. Le délai, là, dans ce cas, va devenir primordial. De toute façon, le professionnel, c'est aussi beaucoup un artisan qui a un client derrière, qui va avoir les mêmes impératifs que... Donc, c'est tout à fait naturel que cette problématique de délai soit essentielle. Et donc derrière, il y a une problématique qui est lourde, dont je pense les entreprises qui ne sont pas nées avec le digital ont beaucoup de mal à gérer, même si sur le papier ça se passe toujours bien et que tout le monde est équipé, mais dans les faits, on se rend compte que l'exigence du e-commerce en B2B est beaucoup plus forte que tout type d'exigence que les entreprises industrielles ou grossistes, etc., ont connu avant le e-commerce ou en parallèle au e-commerce. C'est l'exigence de mise à jour et de véracité des stocks. Je te laisse. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que ça participe de la crédibilité de l'offre, c'est-à-dire de proposer une synchronisation exacte des stocks. C'est juste essentiel alors nous, on n'est pas un acteur majeur dans notre domaine on va avoir besoin justement de prouver encore plus l'exactitude de notre service. Des gens qui nous connaissent. C'est ça d'être challenger. Voilà, c'est ça. Et donc on ne fait pas comme ces discounts, plus qu'un stock, plus que machin. Attention, vite, dépêchez-vous, dans 10 minutes, il n'y en aura plus. Mais on affiche nos stocks, on essaye vraiment d'être très, très, très proche de la vérité. Ce qu'on ne faisait pas, un petit peu par...
Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'était une très mauvaise idée, c'est-à-dire de dire oui, c'est un stock, vous inquiétez pas, et puis on va vous gérer le reliquat. Non, non, c'est pas ça que le client veut. Le client, il veut savoir si tu en as 2 en stock, tu m'en livres 2. Si j'en veux 4, je veux savoir quand t'arrivent les 2 autres. Il faut vraiment abreuver le client d'informations. Ça, c'est essentiel. Encore une fois, c'est peut-être même encore plus essentiel pour le professionnel que pour le particulier qui, lui, a un enjeu après son client. C'est-à-dire notre pièce, nous, ça peut être la caméra de recul de la Ford Mondeo et qui empêche de livrer la voiture. Donc, ça peut être une petite pièce, peut avoir une importance primordiale pour toute une chaîne de valeur. Donc la transparence de l'information, elle est essentielle sur les délais de livraison. Nous, on rajoute même un jour sur le délai des transporteurs, c'est-à-dire on a plusieurs modes d'expédition. Il y a des expéditions, ce qui arrive en 48 heures, on annonce 72 heures, ce qui arrive en 24 heures, non garanti, on annonce en 48 heures. Et après, on fait une offre 24 heures et on croise les doigts pour que ça arrive toujours en 24 heures. Bon, il y a pas de... Mais voilà, il faut toujours surperformer la promesse pour vraiment garder le professionnel, parce que le professionnel, le gros intérêt du professionnel par rapport au particulier, c'est quand même que ça va être un client récurrent. C'est-à-dire que c'est ces clients-là qui vont servir à alimenter le chiffre d'affaires de manière régulière. Il est aussi donc normalement plus de volume. En fait, toutes ces choses-là sont pas anodines. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'on a recruté un pro, si on a bien fait son boulot, c'est vraiment du chiffre d'affaires récurrent, et puis une relation de confiance peut s'instaurer, qui est beaucoup plus facile à gérer qu'avec un particulier qui va commander une fois tous les 2 mois, 3 mois, qui a oublié au bout de 10 minutes d'où venait sa commande. Donc le client pro, il faut vraiment avoir une attention particulière. Moi je pense que c'est un débat qu'on a eu à la FEDEO qui était super intéressant, c'est-à-dire il faut vraiment garder aussi pour le client pro, encore plus que pour le particulier, cette notion d'humain. C'est-à-dire qu'il faut leur consacrer du temps, il faut être disponible au téléphone, parce que si on veut battre les géants américains, ça, ils ne sauront jamais faire. Donc il faut avoir cette espèce de lien permanent et autoriser des choses hors normes et offrir un express parce que c'est le bon moment. C'est des choses comme ça qui vont être essentielles pour garder un lien de confiance. Et finalement, le pro, après, il fera son truc tout seul le soir. Toutes les commandes normales, elles vont passer, mais il faut aussi être très disponible pour eux, pour avoir ce suivi de qualité et cette récurrence de commandes qu'on espère tous. Ouais. Oui, parce que il y a cette chaîne de dépendance du pro, qui est tout de même parce qu'on connaît bien la chaîne de dépendance du grand public. La chaîne de dépendance du grand public, c'est que comme Noël n'est jamais le même jour, ils ont beaucoup de mal à anticiper leurs commandes en fin d'année, parce qu'on ne sait pas quand sera Noël. Donc c'est pour ça qu'ils s'y prennent tous au dernier moment et qu'on a des problèmes de livraison, puisque évidemment tout le monde s'y prend au dernier moment. Mais par contre, tout au long de l'année, le pro, lui, il a cette dépendance. Et comme tu le disais très justement, et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le pro, c'est peut-être un chantier à 100 000 euros qui va dépendre d'une pièce à 10 euros. Donc ces enjeux peuvent être disproportionnés par rapport à l'enjeu monétaire. Et c'est aussi comme ça qu'en étant présent et en étant fiable au moment donné, que l'on construit la confiance. Et le pro utilise, rappelons-le nous, il utilise le e-commerce avant tout pour gagner du temps. Et l'élément de confiance est un vecteur très important de gain de temps, parce que ça veut dire que petit à petit, cette confiance va faire en sorte que le pro ne va plus comparer les prix, etc. Il va aller chez Prozik, parce qu'il sait que chez Prozik, il aura la marchandise en temps et en heure, et ça lui facilite sa vie, et ça lui facilite son business. Il y a un autre point qui est extrêmement important, à mon sens, c'est cette... alors je reviens dessus, je suis désolé, mais c'est cette visibilité du stock. Parce que le pro peut... alors, 4 pièces, 40 pièces, 400 pièces.
Et la difficulté quand on fait une gestion du stock, c'est qu'on peut avoir des à-coups sur le stock. C'est-à-dire qu'il y a un pro qui vient de me prendre 400 pièces. J'en avais 405 ou 400 en stock. Du coup, j'ai plus de stock. Et l'autre pro qui vient de commander, parce que tout le monde achète la même chose au même moment, ça c'est toujours pareil, ça c'est la loi, personne n'achète la même chose, mais par contre tout le monde achète au même moment le même produit. Donc quand on a un problème de rupture de stock sur un produit, généralement ça vient s'amonceler. Oui. Alors comment est-ce que tu gères ça ? Tu présentes ton stock exact en disant j'ai 24 pièces de ça, ou alors tu ne le présentes pas parce que tu n'as pas envie que tous tes concurrents, etc., sachent le stock que tu as, et tu as un buffer, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, tu as 5 pièces systématiquement de plus pour toutes les références, au cas où... Alors, non, on a deux modes de fonctionnement. Un pro qui est identifié en pro, puisqu'on laisse cette possibilité, lui, il voit le stock exact. Le stock théorique exact. Il n'y a pas de buffer. Le stock théorique exact. Le client qui arrive sur le site internet, on met juste un stock par un stock. En revanche, si le gars il met 1000 dans son panier, il va voir qu'il y en a 24 ou 36. Donc ça va être affiché immédiatement. On ne le fait pas pour... je ne sais pas en fait si c'est une bonne idée ça. Je pense qu'à terme on pourrait afficher les stocks exacts partout. Pas prendre les gens pour... quitte à ce qu'il faille se loguer, quoi. Alors, quand ils sont logués, ils ont le stock exact. Ah, d'accord. Voilà. Quand ils sont logués. Mais sur le site, est-ce que la concurrence va aller vérifier point par point chacun de nos stocks ? C'est des vieilles règles, ça. On ne dit pas au stock, on ne dit pas... Bon, finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense que on a besoin de transparence. D'ailleurs, nous, on a un accès téléphonique permanent. C'est-à-dire que les gens nous appellent, il n'y a pas de problème. Le téléphone est visible, on ne le cache pas dans le footer, dans les conditions générales de vente. Il est vraiment visible. Donc, on se sert de ces questions-là pour optimiser notre fonctionnement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui appellent en disant c'est marqué en stock, mais est-ce que c'est un stock ? Peut-être que si on en mettait 8, les gens se poseraient moins la question que juste marquer en stock. Donc, c'est un débat qu'on a. Je ne vais pas trancher, mais bon, ça c'est presque du détail. Par contre, ce qui est important, c'est qu'au moment de la validation du panier, et ça, on y fait vraiment très attention, c'est de dire, vous en avez commandé 40, j'en ai 24 en stock qui seront livrés à telle date, il y aura un délai et on met des pop-up, etc., pour que l'information en amont soit systématique, au moins avant le paiement. Bon, je crois que c'est une obligation pour les particuliers et c'est une nécessité pour les pros. On est encore dans le... Il n'y a pas de frontière là-dedans. Donc l'affichage du stock, oui, c'est une nécessité, et la gestion précise du stock, c'est une nécessité. Les buffers, c'est compliqué. À quel niveau on fait son seuil de... Parce que à la limite, notre stock il est fait pour être vendu, avoir des produits bloqués pour si jamais... non, on ne le fait pas. Je pense que c'est... je ne sais pas. Mais c'est une idée. C'est une idée. Alors, avant de vous passer la parole pour poser, je suis sûr, toutes les questions que vous avez en tête, on a parlé de la pieuvre de Seattle, vous savez, un truc qui s'appelle Amazon, là. Et Amazon, depuis 4-5 ans, fait un forcing monstrueux sur le B2B. On l'a déjà vu en Amérique du Nord, on le voit en Europe. Et je ne sais pas si vous, dans vos structures, vous avez eu ce genre d'appel, mais moi, je sais que sur ma structure, j'ai eu plusieurs appels téléphoniques, des courriers, des emails, en me disant « Vous êtes un pro, allez sur Amazon Pro, etc. Vous avez plein de services. » Donc là, une des pistes de croissance d'Amazon, et ils ont bien raison quand on connaît les chiffres, et ils les connaissent aussi sûrement bien mieux que nous, eh bien, ils savent que c'est là où non seulement il y a le volume, mais en plus il y a la progression. Et dans l'étude que je vous citais, et que vous pouvez avoir, c'est qu'on a des chiffres là, taux de pénétration de 75% d'Amazon auprès des acheteurs d'entreprises industrielles. 75% de taux de pénétration. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'ils sont là,
Voilà, ils ne nous ont pas attendus, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils nous attendent. Donc ils sont là aussi sur le B2B, et je dirais même surtout sur le B2B. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça veut dire que là où ils peuvent automatiser, là où ils peuvent exceller, comme ils savent exceller, eh bien, maintenant, l'acheteur professionnel va évaluer nos services en tant que e-commerçant à l'aune du service Amazon. Alors, c'est une excellente nouvelle, sûrement, parce que ça va nous permettre de progresser, mais c'est une nouvelle terrible, parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Et comme fait remarquer, je pense très justement Yann, on ne peut pas se battre en frontal contre Amazon. Des gens qui peuvent mettre 1000 milliards de dollars sur la table du jour au lendemain, ça veut dire ils peuvent racheter Carrefour, leur cours ne se cassera même pas, ils ne le noteront même pas. Hein. Si vous voulez, ils ont une puissance de frappe, on ne peut pas se battre en frontal contre eux. Par contre, on peut répondre au téléphone, on peut être proche, on peut bien connaître son métier, ce que Amazon, dans le détail, ne pourra pas faire, en tout cas sur des métiers de niche. Hein. Et donc, il faut être réellement un spécialiste, hein, et de pouvoir avoir un niveau d'information, un niveau d'interaction humaine que jamais Amazon ne fera parce que ça ne les intéresse pas. Ils ont d'autres choses beaucoup plus intéressantes et qui correspondent mieux à leur modèle économique que d'aller répondre au téléphone, etc., avec une connaissance précise sur les lampes ou les ampoules, je ne sais jamais, qu'il vous faut pour illuminer votre scène. Hein. Donc ça, c'est un point de différenciation, mais surtout de survie. Hein. Donc Amazon est dans la place, c'est clair. Ils y seront et ils y resteront jusqu'à ce que le gouvernement américain veuille bien les démanteler, mais ça risque de prendre un peu de temps. Donc il ne faut pas compter là-dessus. Alors, et j'ajouterais, oui, ce que tu as dit, qui n'est pas un détail, c'est que c'est vraiment, nous, notre e-commerce, il a aussi progressé quand on s'est mis à vendre sur Amazon, parce que même si on était très en colère sur les politiques de clients qu'appliquait Amazon, je rembourse dès que le colis a 5 minutes de retard, etc., etc. On était très en colère là-dessus, sauf qu'on se dit, ben, c'est ça le standard. Aujourd'hui, c'est ça le standard, qu'on le trouve juste ou pas, peu importe. Quand on est client, on adore être remboursé de suite sans avoir 12 000 preuves à fournir. Quand on est commerçant, on tousse un peu. Et bien, faut plus se poser la question. Maintenant, c'est le standard. Et c'est vrai que s'intéresser à ce que fait Amazon pour les pros, c'est juste essentiel parce que je pense que ça deviendra un standard. Donc, on peut râler, mais ça ne sert à rien. Jean-Paul a raison. Nous aussi, on a resserrer un petit peu notre zone de chalandise et notre cible client en se disant il n'y a que par la spécialisation qu'on arrivera à avoir une crédibilité qui nous permet de pouvoir, face à un pro, lui trouver des solutions. Donc vraiment la spécialisation, la communication, c'est évident. Et la personnalisation, je rajouterais, c'est peut-être ça aussi le talon d'Achille d'Amazon, c'est que nous, on est capable de faire de la personnalisation. C'est-à-dire sur une entreprise, moi, je veux avoir un paiement à 60 jours. Bon, ok, on peut. Moi, je voudrais faire, ok, on peut faire dans telle et telle condition. J'aimerais que la facture, vous l'envoyez à telle adresse mail et le bon de livraison à telle adresse mail. Et puis... ça, c'est des choses qu'on sait faire. Peut-être que Amazon saura moins faire, mais bon, on ne sait pas. Mais je pense que les trois clés, c'est ça, hein, la spécialisation, la personnalisation, puis la communication, c'est-à-dire vraiment de pouvoir être proche du client. Et le pro, il a besoin de ça, quoi, à un moment donné. Oui, il a besoin d'humain aussi. Il a besoin d'humain. Et ça, Amazon n'en mettra jamais beaucoup parce que ça coûte trop cher, l'humain. Donc voilà, c'était pratiquement notre mot de la fin, mais vous avez sûrement des questions. Donc dans les 10 minutes qui restent, on va essayer d'y répondre si on a les réponses, hein, c'est pas sûr. Ah oui, il faut le micro. Ouais, pour rebondir là sur le sujet. Oui. Bonjour YouTube. Ouais, sur Amazon, vous disiez
Ils ne sauront pas faire un certain nombre de conseils de spécialisation. Malheureusement, vous le savez, les IA sont là. C'est une histoire d'années pour qu'ils commencent à faire des choses qui vont nous épater. Moi, j'ai vu des protos, pas chez Amazon, chez les entreprises françaises. Va se passer aussi des trucs. Bon, voilà, on pourra pas... Ça ne veut pas dire qu'on est cuit, hein. Ça veut dire qu'il faudra toujours se battre un peu, quoi. Oui, je vous remercie pour cette touche d'optimisme. Non, mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est que Amazon fait de l'IA, Facebook fait de l'IA et Google fait de l'IA. Et il y a deux choses intéressantes. D'une part, il y a les fameux Amazon turcs dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire que derrière l'IA d'Amazon, il y a combien, alors on ne sait pas exactement combien, mais enfin, il y a au moins 100 000 personnes qui travaillent pour alimenter l'intelligence artificielle et ils sont payés à la tâche au fin fond du Pakistan, de l'Inde ou du Nigeria. Hein, et ça montre tout de même les limites de l'IA. Dieu merci. Donc, alors je ne dis pas que ce ne soit pas une menace, mais disons qu'on a tout de même sans doute un peu de temps devant nous. Et puis, il y a un autre point qui est le fait que c'est qu'à mon avis, Amazon, il cherche des volumes très importants et donc il cherche tout ce qui est volumique. C'est clair que si vous vendez, je sais pas, du livre, quoi, du cahier scolaire ou des choses comme ça, ça c'est volumique. Amazon est déjà dessus, évidemment, et là, ça sera délicat. Par contre, avoir l'ampoule avec le culot machin et qui fasse, j'y connais rien, mais c'est déjà plus compliqué, je pense. Ce qui se passe avec Amazon, c'est que leur IA, elle existe quasiment déjà, on va dire. Les gens vont sur Amazon aussi pour les avis clients, les photos produits qu'il y a devant, derrière, etc. Oui. Donc, c'est déjà là, l'information produit, elle est comme ça. Il n'y a pas d'interactivité réelle. Je ne me prononce pas sur les efforts d'IA d'Amazon, je ne sais pas. Mais il y a quand même, on a quand même aussi besoin, encore dans le thème de la spécialisation, d'un univers. C'est-à-dire que moi, je suis passionné de vélo, je vais acheter mes pièces de vélo chez un expert en vélo parce que sur Amazon, j'ai une chance sur deux de tomber sur une copie chinoise qui me convient moyennement et que je vais pouvoir renvoyer, c'est vrai, mais bon, je n'ai pas résolu mon problème, donc c'est pas forcément bien. Donc je pense que là, nous, on doit être aussi attentif aux produits qu'on vend et à l'univers et comme ça, le client ne se posera pas de questions en disant mais est-ce que c'est vraiment un bon produit ou est-ce que c'est un truc chinois qui a été juste mis là parce que voilà. Je pense quand même l'effort de spécialisation, Amazon aura vraiment du mal à. Bon, je l'espère. Hein, on verra. Hein. On ne sait pas de quoi demain sera fait. D'autres questions ? Oui. Merci Yann. C'est un peu dans la continuité d'Amazon, mais justement pour comprendre, vous, votre business, mais est-ce qu'il y a une stratégie justement de déploiement des produits sur Amazon ou d'autres marketplaces ? Vous ne mettez pas tous vos produits, mais du coup, vous mettez quels produits et comment vous les choisissez ? La marketplace, alors au départ, on mettait tous les produits. On s'aperçoit que juste l'idée, c'était de se dire Amazon est devenu un moteur d'achat. Quand on veut acheter un produit, on va l'acheter sur Amazon. Et on va le chercher, certains vont le chercher sur Amazon. Quand on veut chercher une info, on va sur Google. Donc, notre offre, elle n'est pas du tout représentée sur Amazon si on ne met pas. Donc, l'idée, c'était de mettre tous les produits. On s'est aperçu, nous, dans notre domaine, qu'il y avait des choses, ça ne servait à rien. C'est-à-dire que c'était contre-productif. À la limite, s'il n'y a pas d'offre en face sur Amazon, nous, on est uniquement revendeur. On ne fait pas de fabrication, on n'a pas de produit en marque. Donc, forcément, on a des concurrents. Mais il y a des domaines de spécialité où il n'y a pas de concurrence sur Amazon. Alors, sur Amazon, on met deux sortes de produits. On met des produits pas chers, du consommable. Ça peut être effectivement des petites ampoules, du câblage, un adaptateur. Voilà. Alors, quand je dis pas cher, on le vend énormément. On le vend bien plus cher que sur notre site.
parce qu'ils prennent 15% de marge et que nous, on n'a pas de toute façon vocation à faire la promotion d'Amazon. Donc, on s'en sert, nous, pour un relais pour les marges. Hein. Très honnêtement, on vend extrêmement cher sur Amazon, parce que de toute manière, ça n'impacte absolument pas notre marque. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on s'aperçoit, le client qui achète sur Amazon, même s'il voit vendu par Prosic, il va l'acheter. Il va, si ça lui convient, si ça vaut 10 euros ou 15 euros, et ce n'est pas le problème que ça vaille 7 euros sur le site, sur notre site e-commerce. Certains connaissent le bon plan, ils vérifient. Ah oui, ça c'est tel vendeur, je vais aller voir sur ce site. Ah ben c'est moins cher, tant mieux, c'est la bonne affaire. Mais on n'a pas de problème avec ça. Amazon ne veut pas, hein, mais, donc, ça reste confidentiel évidemment. Mais bon, aujourd'hui c'est entre nous. Non, mais aujourd'hui, c'est une pratique courante des e-commerçants, bien vu qu'avec le niveau de marge dans le retail, que c'était très compliqué d'appliquer le même niveau de marge et de filer en plus 18 à 20% à Amazon. Donc les prix sont décorrélés. Et bon, mais les gens qui vont sur Amazon, encore une fois, vont chercher autre chose que du prix. Ils vont chercher de la rapidité, de la simplicité. Donc on ne vampirise pas notre offre. Donc le choix des produits qu'on met, c'est des produits où il n'y a pas de SAV. Parce que les politiques d'Amazon sont... Dès qu'un produit il est renvoyé une fois, 2 fois, on se dit, bon, celui-là, on laisse tomber, on ne le vend plus sur Amazon, les gens ne comprennent pas. Donc, on essaye... voilà. Et petit à petit, on réduit notre gamme parce que ce n'est pas notre vocation de faire du volume avec des petits produits. Nous, on a vraiment l'idée de se spécialiser encore plus et de promouvoir notre propre site. Donc, quand il n'y a pas de concurrence, on enlève. Voilà, c'est vraiment point par point, produit par produit. Merci pour cette question. D'autres questions dans les 3 minutes qui nous restent? Moi, je suis étonné que vous ne posiez pas une question tout de même. Alors, du coup, je vais la poser. Comme j'ai la réponse, en plus, c'est plus facile. Non, et que deviennent les forces de vente dans cette histoire ? Vous savez, généralement, en B2B, il y a une force de vente. Il y a des gens avec une petite mallette et qui viennent présenter des bons de commande, etc. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là ? C'est assez simple. Les forces de vente sont reconfigurées par le développement des achats en ligne. C'est clair. C'est clair que ça rejoint ce que tu disais, Yann. C'est-à-dire que le vendeur traditionnel qui passait de magasin en magasin ou d'industrie en industrie avec juste son bon de commande et son catalogue de l'année, ça c'est fini ça. On peut le faire via une interface beaucoup plus simplement avec les stocks mis à jour, etc. Idem, la vente assise où on reçoit des appels et à chaque fois on dit est-ce que vous l'avez en stock et aujourd'hui c'est combien, ça aussi c'est en train de disparaître. Hein. Par contre, la force de vente est là pour traiter les problématiques complexes, pour rassurer le client sur la dispo ou sur de la compatibilité, rassurer sur les délais de prise en charge, etc. Donc voilà, donc 43% des acheteurs disent ne plus avoir besoin de contacter les commerciaux. C'est tout de même beaucoup. Et ils sont 56% dans les entreprises ayant un chiffre d'affaires entre 50 et 100 millions d'euros. 31% des acheteurs ne sollicitent la force de vente que pour des commandes complexes ou particulièrement importantes. Voilà, donc c'était un peu le mot de la fin. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à Yann. Merci Jean-Paul. Venu en tant que guest star. Et puis, merci à l'équipe technique qui a été brillante comme toujours. Hein. Écoutez, bonne continuation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez cette étude ou quoi que ce soit. Voilà. Bonne journée. Merci.